et chaque jour, on répond à vos questions. Aujourd'hui, on va tenter de répondre à celle sur le retour possible, potentiel, discuter de l'impôt sur la fortune, de l'ISF. Pour réfléchir à ce sujet, Bastien Baron, conseiller en gestion de fortune, est avec nous, Justae Gestion Privée. Bonjour Bastien. Bonjour Lorraine. En duo avec un avocat fiscaliste, Olivier Jeanneret. Bonjour, bonjour notre avocat. Oui, bonjour Olivier. Bonjour Lorraine. Vous êtes associé au sein d'Arsène. Avec nous pour réfléchir au retour de l'ISF. Je dis retour parce que nos auditeurs les plus jeunes n'ont pas forcément connu cet acronyme, l'impôt sur la fortune. Olivier, votre mémoire de vieil avocat va nous éclairer. L'ISF, en quelques mots, avant qu'il disparaisse ou qu'il soit enterré peut-être temporairement, qu'est-ce que c'était ? C'est Emmanuel Macron, c'est 2017. Donc l'ISF existait encore jusqu'à son élection. Et 2017 a été la dernière année de l'ISF, donc l'impôt sur la fortune, c'est-à-dire que l'intégralité de la fortune, quelle que soit sa nature, avec quelques exceptions quand même, le bien professionnel, on y reviendra, les œuvres d'art n'étaient pas soumises à l'ISF. Et donc, ça emportait une contribution pour les patrimoines les plus aisés, au-delà de 1,3 million de patrimoine net. Ils étaient soumis à cet ISF. Et en 2017, on a basculé à l'IFI, l'impôt sur la fortune immobilière. Même logique, mais dans ces cas-là, on n'a que l'immobilier qui est soumis à l'impôt. Et donc aujourd'hui, depuis quelques semaines, quelques mois déjà, certains économistes ont poussé certains politiques à réouvrir cette boîte de Pandore. Pourquoi une boîte de Pandore ? C'est qu'on cherche 40 milliards. On sait très bien que 40 milliards, c'est qu'une étape. En réalité, on en cherche beaucoup plus. Et là où des réformes d'ensemble, une réforme fiscale beaucoup plus globale est bien nécessaire pour aller chercher tout cela, un peu comme l'arbre qui cache la forêt, on s'est dit que l'ISF allait rapporter tout cela. Et donc, certains économistes, portés par des politiques ou l'inverse, nous ont expliqué qu'un impôt sur la fortune de 2%, pour les patrimoines au-delà de 100 millions d'euros, rapporterait entre 15 et 25 milliards. Bon, j'appelle plus ça une fourchette, j'appelle ça une fourche. Après, il y a d'autres considérations qui doivent être prises en compte pour imaginer que ce texte n'aura pas lieu d'être. Alors d'une part parce qu'il y a une proposition de loi en début d'année et qu'elle n'a pas prospéré in fine. Alors certains espèrent naturellement pouvoir la remettre au goût du jour très prochainement. Le gouvernement parallèlement réfléchit à une alternative qui n'aurait rien à voir en termes de rendement. Et on a toujours, en tout cas chez les clients qu'on accompagne, cette question de savoir est-ce que ce projet des écologistes, puisque c'est eux qui l'avaient porté derrière Gabriel Zucman, est-ce qu'il est constitutionnel ? Puisque c'est ça la vraie question. En France, on a quand même notre Constitution. Il y a plusieurs principes qui doivent être protégés. Et dans le passé, le Conseil constitutionnel a pu considérer certaines taxes comme étant inconstitutionnelles de leur caractère confiscatoire. Et c'est là où on a un grand débat autour de cette proposition de loi des écologistes, puisqu'ils veulent imposer à 2% au-delà de 100 millions de patrimoine sans plafond. Parce que c'est ça aussi, c'est-à-dire que notre ISF du temps de Mitterrand, comme l'IFI, est plafonné. C'est-à-dire qu'on paye un impôt, mais si on a déjà consommé plus de 75% de nos revenus pour payer des impôts, impôt sur le revenu, impôt sur la fortune immobilière, on a un plafond et on ne paye pas plus. Là, cette nouvelle taxe, qu'elle soit proposée d'ailleurs par les écologistes ou par le gouvernement, ne serait pas plafonnée. Et donc là, le caractère confiscatoire entre en jeu. Je dirais, j'ai un deuxième point à lever ici. Il y a aussi la question de l'égalité devant l'impôt. Quand on considère qu'il y a peut-être quelques centaines de contribuables qui seraient soumis à une taxe comme celle-ci, j'ai du mal à concevoir que l'égalité soit respectée, parce que naturellement, poser la question à toutes celles et ceux qui ne payeront pas cette taxe si elles veulent qu'elle existe, la réponse ne peut être que positive. Bastien, dans votre pratique au quotidien, qu'est-ce que ça peut vouloir dire ce retour de l'ISF ? Et peut-être réaction plus largement sur ce que vient de nous décrire Olivier. Quelques chiffres déjà, c'est vrai que l'ISF, donc, jusqu'en 2017, c'était à peu près 5 milliards de recettes. Et là, l'IFI, l'année dernière, on était à peu près à 2 milliards. Il y avait effectivement des velléités, notamment ce qu'on appelait la taxe Zucman, en fait, qui a été on a largement parlé, effectivement de 15 à 25 milliards, qui était passé à l'Assemblée, qui n'est pas passé au Sénat ensuite. Mais on voit que c'est assez border quand même, quand on voit la question qui était est-ce que c'est inéluctable. On est seulement à 60-40 au Sénat, donc on voit que quand même on se rapproche de quelque chose qui pourrait être potentiellement mis en place. Donc ça, c'est un premier point. Là, ce qu'il voudrait, le gouvernement, en fait, ce dont il parle, c'est de mettre une taxe encore, un différentiel. Donc, en plus, notamment pour les patrimoines. Donc là, on serait plus sur 2%, mais sur 0,50. On serait plus sur 100 millions d'euros. Pour donner quelques chiffres, on parlait d'à peu près 1800 foyers qui étaient concernés au-delà d'un patrimoine de 100 millions d'euros. Donc c'est vrai qu'on peut se poser la question, effectivement, comme le disait Olivier, de l'égalité vis-à-vis de l'impôt. Là, aujourd'hui, c'est un petit peu d'ailleurs ce que proposaient ceux qui étaient pro
Zoukman, sur cette taxe-là, c'est de dire est-ce que vous préférez qu'il y ait énormément qui payent un petit peu ou qu'il y en ait seulement quelques-uns qui payent beaucoup? On voit qu'il y a quand même quelque chose qui a été fait. On n'est pas allé encore jusqu'à la constitutionnalité de ce point de vue-là. Nous, ce qu'on remarque en tous les cas, c'est que, alors, déjà sur la nouvelle taxe, en tout cas, qui est réfléchie, on parlerait de 2 milliards supplémentaires sur une taxe qui ressemble étrangement à ce qu'on a pu connaître sur l'ISF, c'est-à-dire un patrimoine. Donc là, le patrimoine, on parlerait de 2 millions d'euros à peu près, donc on n'est plus à 1,3 million, on est à 2 millions. On enlèverait les œuvres d'art, on enlèverait notamment tout ce qui est sous pacte Dutreil, etc. Donc c'est tout ce qui est capital entreprise. Entreprise, ouais, exactement, qui pourrait être mis en place. Donc on voit qu'on arrive petit à petit en fait, à quelque chose qui ressemblerait à ce qu'on a pu connaître à l'ISF, sur des montants quasiment équivalents à ce qu'on a pu connaître. On arriverait à peu près un peu plus de 4 milliards de recettes versus 5 milliards auparavant. Donc voilà, c'est quelque chose qui est encore un peu plus complexe encore que ce que pouvait être l'ISF. Donc est-ce qu'il n'y a pas une simplification à faire ? Et voilà, et pour revenir sur ce qui avait été dit, nous, ce qu'on regarde pas mal, c'est on voit qu'on se projette toujours un peu plus loin que sur du court terme. Et il y a comme les élections dans maintenant à peu près un peu moins de 2 ans. Oui. Et quand on regarde en fait les différents programmes qui avaient été proposés, que ce soit même Marine Le Pen proposait un genre d'ISF un peu différent, enfin en tout cas abandonner l'IFI pour mettre un impôt sur la fortune financière. Jean-Luc Mélenchon évidemment. Il y a seulement Valérie Pécresse finalement qui restait en ajoutant une exonération plus importante sur la résidence principale. Olivier, vous restiez vigilant sur la dimension constitutionnelle ou pas des différentes propositions. L'égalité devant l'impôt, vous l'avez souligné, c'est facile d'avoir un avis sur le sujet quand on ne paye pas l'impôt. Derrière, si on parle de 100 ménages ou de 1800 ménages, parce que c'est à peu près ça la fourchette des gens qui seraient concernés par un retour d'une sorte d'ISF, s'il n'y avait pas cette taxation sur ces ménages, ces ménages, qu'est-ce qui pèse au-delà des impôts qu'ils peuvent payer? On comprend que ce sont aussi des familles entrepreneurs qui détiennent des grands groupes, qui font tourner d'une certaine manière l'économie française. Ce pas des gens qui peuvent prendre leur valise et aller s'installer à l'étranger juste parce qu'en fait, ils n'ont pas envie de payer d'impôts. La question qui est très bonne, elle touche d'autres impôts. Le pacte Dutreil, dont on citait tout à l'heure le nom, pour savoir comment est-ce que les transmissions d'entreprises familiales peuvent être gérées. En réalité, c'est tout un écosystème qui est autour. Et la question que vous posez indirectement, c'est celle de l'expatriation fiscale. Est-ce que ce type de texte emporte des transferts de résidence à l'étranger, là où les économistes sont souvent un peu loin du terrain, là où nous, ce sont des réponses, en tout cas des questions qu'on nous pose au quotidien. Clairement, depuis la dissolution, les questions de l'expatriation fiscale demeure un quotidien pour nous. La dissolution d'il y a un an, un peu plus. Il y a un an, ouais. exactement. Non, pas encore. Là, un an à peu près. Suivi des tergiversations autour du projet de loi de finances. Il faut savoir, c'est que c'est une instabilité et que les personnes, quelles qu'elles soient, qu'elles payent beaucoup d'impôts ou pas beaucoup d'impôts, on a envie de savoir où on va. Et on a des clients qui, aujourd'hui, sont prêts à aller dans des pays où on paye plus d'impôts, simplement parce qu'il y a une orientation et on sait que 10 ans plus tard, on payera le même type d'impôt et qu'il n'y aura pas d'évolution encore et encore. Et aujourd'hui, cette instabilité en France est destructrice de valeur, ça c'est une certitude, parce que des personnes qui se posent la question, après elles agissent ou elles n'agissent pas, mais en tout cas elles perdent du temps, elles perdent des moyens à investir dans l'économie réelle qui est profitable à tous. Ce besoin de visibilité. Et finalement, c'est ça la question, si on prend, et dans cette émission, c'est de ça qu'on parle, de l'impact économique d'un potentiel retour de l'ISF, c'est l'illustration du manque de vista, du manque de visibilité, du manque de cadre, inscrit, gravé dans le marbre pour les individus, investisseurs, mais aussi on pense aux gens qui gèrent des entreprises et dont le capital personnel est très proche, voire en tout cas très strictement corrélé à leur capital professionnel. Le mot de la fin, peut-être avec vous, Bastien, on a hésité avec un sujet sur l'expatriation en Italie. Parce que depuis un an, on observe dans cette émission, c'est un sujet qui revient assez régulièrement, on a vu pas mal de gens, et pas des grandes fortunes, choisir de mettre leur valise en Italie, où la fiscalité n'est pas nulle, mais qui a donné une indication du projet économique et sociétal qu'elle pouvait proposer, l'Italie, à certains profils entrepreneuriaux. Ce qu'on peut retenir, là, on est au mois de juin, de ce flux ou de cette tendance d'expatriation vers l'Italie. Oui, tout à fait. Je vais faire une doublette, je vais rebondir un peu sur ce que disait Olivier aussi. Nous, au quotidien, ce qu'on voit, c'est vrai qu'il y a vraiment la visibilité. Ce qu'on a pu connaître en 2017 était un petit peu différent parce que
Emmanuel Macron, il a lancé quelque chose qui était assez stable. Finalement, il n'y a pas eu de changement pendant un certain temps. Aujourd'hui, on voit que tout est un peu remis en question. Et deuxième chose, c'est qu'il y a un vrai sujet. On a beaucoup de clients qui, en règle générale, sont quand même plutôt âgés, ont déjà payé beaucoup d'impôts, que ce soit via leur... on accompagne pas mal de chefs d'entreprise, donc ont quand même payé beaucoup d'impôts via leur société, en tout genre, les impôts, et à titre perso aussi. Et on voit que finalement, ils n'ont pas de problématique à payer de l'impôt, c'est plus comment il est géré. C'est-à-dire qu'on voit aujourd'hui ce qui se passe par rapport aux dépenses, etc. Et c'est plus ça, en fait, le retour que l'on a de se dire, je vais donner de l'argent à un organisme qui ne sait pas gérer l'argent. Donc c'est un peu ça la problématique que l'on retrouve. Et c'est pas un sujet par rapport à l'Italie, mais du coup, je vais faire la transition quand même. Par rapport à l'Italie, ce qu'on voit beaucoup, c'est surtout en termes de transmission. Il y a des impôts qui sont un peu plus durs à accepter que d'autres. Il y en a deux principalement. Celui sur le capital, donc là, celui dont on parle aujourd'hui. Donc finalement, on a déjà payé de l'impôt avant d'avoir un capital et on est encore retaxé dessus. Et c'est celui aussi sur les transmissions. Et celui sur les transmissions, c'est la même chose. C'est-à-dire que j'ai construit un capital, j'ai travaillé, j'ai eu un capital, j'ai payé de l'impôt, j'ai potentiellement payé de l'ISF. Il me reste quelque chose quand je décède et je continue encore à être taxé à nouveau. En Italie, pour parler de ce point de vue-là, il y a un truc qui est très simple à comprendre, c'est qu'à chaque enfant, on peut transmettre jusqu'à 1 million d'euros sans fiscalité. Au-delà, c'est 4%. C'est 100 000 en France à peu près. Ouais, c'est 100 000 euros exactement tous les 15 ans en France. Et ensuite, on est très vite dans la tranche à 20% et ça monte ensuite assez rapidement. Donc ça, rien que ça va quand même très vite parce que 1 million d'euros, c'est pas rien. Et ensuite, on est taxé à 4%. Donc finalement, la transmission, rien que ça, en fait, c'est un avantage considérable. Et il y a, je vais pas revenir, je vais peut-être laisser aussi Olivier en parler, mais sur la partie fiscale, aussi sur les revenus, il y a un régime d'impatriation qui est très favorable. Et donc ça, je pense que le nôtre, celui qu'on connaît en France, l'est beaucoup moins. Et donc l'Italie joue là-dessus en fait pour aussi relancer son économie et capter des nouveaux flux en fait. Parce qu'elle a aussi les mêmes problématiques que nous, on peut avoir par démographique, etc. aussi en interne. Intéressant. Olivier, le mot de la fin, parce qu'on doit rendre l'antenne justement pour conclure sur ce que Bastien nous disait. Alors, l'Italie est très attractive parce que fiscalement, elle a des règles internes et surtout une convention entre la France et l'Italie qui lui est assez favorable. Le bémol avec l'Italie, c'est que l'instabilité politique quand même demeure et un certain nombre de contribuables peuvent être effrénés par cela. Je dirais en petit mot de la fin, ce que j'ai trouvé assez triste en réalité dans la proposition des écologistes et de Gabriel Zucman, qui est de dire mais vous inquiétez pas, si les gens partent, de toute façon, on va faire en sorte de continuer à les taxer après. Et donc, c'est un peu le sentiment de cette absence de liberté. On vous retient par de l'argent et pas pour des bonnes raisons. Et c'est ça qui, je trouve, assez dommageable en la matière. Le débat, en tout cas, est ouvert sur le projet politique et économique de notre pays. Merci beaucoup à tous les deux d'avoir participé à cette réflexion. Vous venez d'entendre Olivier Jeanneret, associé chez Arsène Avocat, et puis Bastien Baron, conseiller en gestion de fortune chez Justae, gestion privée.